Stéphane Renaud, bonjour. Bonjour. Stéphane, on vous remercie de revenir dans cette saison 2 de ITVNC. On le rappelle, vous êtes le directeur de l'Institut de sondage et d'enquête Queen Novi. L'an dernier, quelques semaines après le début des émeutes, vous nous aviez accordé une interview intitulée « Nous n'avons pas fait société », que nous invitons les spectateurs à aller voir et revoir et à s'abonner au site itv.nc ainsi qu'à tous nos réseaux sociaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 mai 2025. Est-ce qu'on y va direct ou est-ce qu'on prend le temps de faire des préliminaires avant ou est-ce qu'on peut directement aller dans le cœur du sujet? Comme tu veux. Ouais. Allons-y direct alors. Vous dites que nous ne sommes qu'au devant des vraies difficultés financières qui vont arriver. Oui, je pense qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, le tsunami, il n'est pas derrière nous, il est encore devant nous. Je vais étayer pour plusieurs raisons. L'année dernière, j'ai dit, on m'a posé la question, comment va la société calédonienne? J'ai dit, elle ne va pas. Elle ne va pas bien, elle va bien, elle ne va pas. Ça n'a pas changé. Je veux dire, on a un an, on ne se remettra pas de ce qui s'est passé avant 2 générations, et ça je persiste et je signe. Et pourquoi pour moi le tsunami il est devant nous? Parce que la Nouvelle-Calédonie est dans une situation que l'on pourrait qualifier d'inextricable. On est dans un système où on a 15 points de PIB en moins. Bon, c'est beaucoup, mais ça aurait pu être bien pire si l'État n'avait pas soutenu et a soutenu massivement l'économie calédonienne à travers le chômage partiel, à travers un certain nombre d'aides au financement. Alors on peut les critiquer, trouver qu'elles ne sont pas suffisantes, mais si elles n'avaient pas été là, on aurait été dans un blackout total. Donc ça, c'est le premier point. Quand on regarde maintenant les données de l'IOM, il y a 8% en moins sur les transactions bancaires. Nous, on voit dans nos études de consommation, on est à peu près pareil, 7-8% en moins. Alors je parle des fruits, des légumes, la viande, le poisson. Surtout ce qui est achat dans les magasins traditionnels. Donc il y a une perte de pouvoir d'achat, il y a des gens encore qui sont partis. Ça, c'est la situation à un instant T. On nous dit on a 9500 chômeurs de plus. Je crois qu'il nous reste 55 000 à peu près salariés dans le secteur privé. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est quand on le remet en perspective avec l'ensemble des gens qui travaillent. 55 000 salariés du secteur privé, je rajoute à peu près peu ou prou 21 000 du secteur public. Je ne vous parle pas des contractuels dont les contrats ont pu s'arrêter, qui étaient du secteur privé, je parle des fonctionnaires. Et ce n'est pas une critique vis-à-vis du fait qu'on ait des fonctionnaires. C'est simplement qu'aujourd'hui, on a 35% des salariés qui sont dans le secteur public. On était à 25% il y a un an et demi. On est à 19% dans l'OCDE, on est 20% en France, on est à 11% en Allemagne. Donc on a une masse secteur public. 35% de fonctionnaires. 35% des salariés sont des fonctionnaires. C'est une estimation parce que ce chiffre, bien entendu, n'est plus publié. Mais ça n'existe nulle part dans... Bah si, en Scandinavie, on est à 30. Mais en Scandinavie, elle s'est choisi un modèle, un modèle de redistribution, mais qui est clair. Donc, encore une fois, moi, je ne critique pas le pourcentage, je dis simplement à 35%, qu'est-ce qui va se passer? On a ce qu'on appelle une rigidité des dépenses structurelles, c'est-à-dire tous les mois, il faut que vous payiez vos fonctionnaires. Si vous ne les payez pas, ils ne vont pas être très contents. Je veux dire, les gens, ils sont payés pour un salaire. Ça veut dire que vous avez des besoins de financement public. Si en face, vous n'avez pas assez de création de richesse dans le secteur privé, vous allez asseoir sur quoi vos impôts, vos taxes, vos perceptions qui vont vous permettre de financer le secteur public. Je rappelle quand même qu'en 2016-2017, c'est les derniers chiffres que j'ai trouvés au niveau de l'ISEE, on avait des besoins de financement net entre 8 et 16 milliards. Ce qui veut dire que quand vous faisiez vos recettes, vos dépenses, il y a un trou. Imaginez un ménage, s'il n'a pas assez d'argent chaque mois pour couvrir ses dépenses, il fait quoi? Il va taper de l'argent à ses copains, c'est très limité. Il va voir son banquier, extrêmement limité. Un généreux donateur, contributeur peut-être. Il fait la manche, il fait le tapin. Il y a un moment donné, quand vous avez des dépenses et que vous n'arrivez pas à les couvrir, vous êtes dépendant. Et indépendamment de la notion politique, je ne suis pas là moi pour juger ce point-là, indépendance, pas indépendance avec la Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas le sujet. C'est que quand vous n'avez pas assez d'argent pour couvrir vos dépenses, vous êtes dépendant de quelqu'un. Alors ce quelqu'un est une puissance administrante, c'est un tiers extérieur, c'est le FMI, c'est l'aide internationale, c'est une puissance extérieure qui attend que le fruit mûr tombe parce qu'elle a des ressources à récupérer, mais vous êtes dépendant.
Donc, bien, le 13 mai a conduit à l'ultra-dépendance de la Nouvelle-Calédonie. On n'était déjà pas très bien, mais alors là, pour le coup, on a coché toutes les cases. Ça, il faut en être conscient. Alors après, on va nous dire, que se passe-t-il? La dépense publique, il y en a trop, il y a trop de fonctionnaires, machin, etc. Non, c'est une dépense publique, c'est un objectif. Cet objectif, à un moment donné, est-ce qu'il est clair? Et est-ce qu'on l'accepte? Et donc forcément, il y a un coût derrière. On va prendre un petit exemple. L'enseignement, c'est peu ou prou 55 milliards, entre les transferts de l'État, ce que contribuent les provinces pour les bourses, pour l'aide au secteur privé. Vous ramenez ça au nombre d'élèves. On est à peu près à 800 000 francs par élève et par an. Le social, c'est peu ou prou 100 milliards. Vous ramenez ça au ménage, c'est 1,1 million par an. Donc on va faire un petit calcul, parce que 100 milliards, 55 milliards, faites vos jeux, rien ne va plus. Les gens, on pourrait dire 200, on pourrait dire 300, on pourrait dire 1000. Quand vous dites social, c'est la santé? Santé, santé sociale, voilà, à peu près 100 milliards. Remettons tout ça en perspective et prenons un foyer. 2 adultes, 2 enfants. Ce foyer, donc, a 1,1 million de francs de dépenses pour la santé sociale par an. Il a 1,6 million pour ses 2 enfants, 800 000 par élève. Donc on est à 2,7 millions. Donc même quelqu'un qui ne gagne pas d'argent, qui est à l'aide médicale ou autre, ben, il a indirectement 2,7 millions de revenus par an. Alors je sais que ça ne va pas faire plaisir ce que je vais dire, mais c'est une réalité. Donc qu'est-ce qui se passe demain si vous devez financer ça? Ben, soit vous avez 130 000 francs un peu au pro à dépenser par mois pour vos enfants pour les emmener à l'école, soit vous avez à peu près 90 000, 100 000 francs par mois à dépenser pour vous soigner. Vous choisissez quoi? On va faire un choix entre la santé et l'éducation des enfants? Alors vous allez me dire, c'est très impertinent ce que je suis en train de dire, mais c'est une réalité. L'argent magique n'existe pas. L'argent magique, ça n'existe que dans les rêves. Il y a un moment donné, alors on peut dire, oui, mais c'est parce que les gens sont trop payés, oui, mais parce qu'il y a l'indexation, oui, etc. Ok, on peut travailler, regarder ces choses-là. Mais au bout du compte, il va rester une somme non négligeable à financer si vous voulez assurer l'éducation de vos gamins, la santé de votre famille, ou demain, vous occuper des vieux. Parce qu'on a une population qui vieillit aussi. Donc on va faire quoi? Aujourd'hui, dans l'ultra-dépendance, si quelqu'un ne paye pas une partie de cette somme, bah, on n'assure pas le service. Donc on fait quoi? On n'envoie plus les enfants à l'école? On ne se soigne plus? Ça, c'est une vraie réalité. Et il faut arrêter d'opposer le secteur public et le secteur privé. S'il n'y a pas toi, il n'y a pas moi, je l'ai déjà dit, ça marche dans les deux sens. Mais bien sûr que l'État et les fonctionnaires sont indispensables, personne n'en met ça en question. Je pense simplement qu'il y a un sentiment d'injustice, d'inégalité de traitement entre une masse de fonctionnaires à laquelle on n'a pas trop touché, qu'on a mis sous perfusion et qui, bon, certes, versent des larmes de crocodile, mais continuent à partir à 16h et pas 16h01, pendant que le secteur privé, notamment les TPE, les patentés, s'est fait flinguer de plein fouet du jour au lendemain, baisse ses prix, s'efforce de survivre, pour beaucoup s'en vont. Parce que je doute que ce soit beaucoup de fonctionnaires qui soient partis l'an dernier à coup de 10 000 nouveaux départs. Je pense qu'il y avait beaucoup aussi de créateurs de richesses et de créateurs d'entreprises qui ont un peu jeté l'éponge, notamment des petits patentés. Mais ce tissu économique était quand même, est hyper important. Et c'est ce tissu-là qui a été touché de plein fouet, qui essaie d'ajuster justement, oui, ses prix, ses offres, fait du moins 20 à moins 50% sur tous ses prix pour essayer de continuer à survivre. Tandis qu'on a le sentiment, c'est peut-être faux, mais on a le sentiment que la fonction publique, et ça se voit dans le discours de nos fonctionnaires et de nos politiques, n'a pas été extrêmement impactée, continue à parler de symbolique et n'est pas là dans le pragmatisme et dans l'obligation de relancer une économie, mais vite, quoi. C'est ça le... Alors, c'est très intéressant comme commentaire. Je ne vais pas vous dire le contraire. J'ai fait des études qui montrent que les grands abandonnés, les grands oubliés de la crise, ça a été les indépendants, c'est-à-dire les gens qui tous les jours se lèvent, si demain tu n'as pas de contrat, tu n'as pas de salaire, tu ne vis pas. Je crois que ce point a été relayé, la province sud en a pris des mesures et je pense que d'autres personnes ont pris conscience de ces éléments-là. Ils n'ont pas eu le chômage partiel bonifié, donc ces gens-là travaillent tous les jours. Moi, je suis chef d'entreprise, je suis indépendant. Hein. Demain, pas de contrat, pas de salaire. C'est très clair. Donc, je ne vais pas vous dire le contraire, mais je pense que
Je suis sur une autre étape. Je ne suis pas en train de dire il y a des nantis et des non-nantis. Je pense que ça, c'est un débat qui se réglera après. Ce que chacun a fait, les gens qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas voulu comprendre la détresse du secteur privé, les gens qui font fonctionner la machine, et à un moment donné, ils passeront à la caisse, l'addition arrivera et elle sera sévère. Ça, j'en suis persuadé. Parce qu'il n'y aura plus d'argent pour financer et donc il y aura des coupes au sabre. Mais vous êtes d'accord avec moi pour vous dire, c'est même vous qui le dites, que le monde économique est sur le point de démissionner. Alors, oui, mais il ne faut pas confondre mes propos, il ne faut pas mal les interpréter. Moi, je vous parle simplement d'objectifs. On est en train de critiquer une masse de fonctionnaires pléthoriques, puisque c'est de ça dont on parle, mais elle a été créée à partir de quoi, cette masse? Elle a été créée parce qu'on s'est mis un système fédéral. Et il fallait le faire, j'en ai déjà parlé l'année dernière, parce qu'il y avait des provinces. Un système fédéral, vous multipliez les pleins, on en a déjà parlé. 3 directions de l'environnement, 3 directions du tourisme, etc. 4, oui, avec la IDT, bien sûr. Je ne vais pas juger ces éléments-là, il fallait le faire, sauf que ça va générer des besoins qui sont des besoins très importants. Demain, vous dites, on va changer ça, il faut changer le système. Il faut fixer de nouveaux objectifs, il faut s'en donner les moyens. Donc je dis simplement que le système n'est plus tenable. C'est-à-dire que ce qui a permis à la Nouvelle-Calédonie de vivre plutôt correctement et de se développer pendant des années et des années, aujourd'hui, il est à bout de souffle, ce système. Il est à bout de souffle. On ne va bientôt plus pouvoir le financer. Aujourd'hui, on ne peut plus le financer. Et en fait, quand on dit oui, il y a des nantis d'un côté, et puis il y a des gens qui crèvent la dalle, et c'est vrai, encore une fois, on s'oppose les uns aux autres. On serait de l'autre côté de la barrière, peut-être qu'on se dirait que finalement on n'est pas si mal dans le terrain de jeu. Alors, ne pas avoir d'empathie, ne pas avoir de compréhension, ça oui, c'est un vrai problème. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a des réactions, je ne peux pas les comprendre. Moi, j'ai déjà eu des discussions, mais elles ne sont pas majoritaires. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets aussi chez les fonctionnaires. Il y a beaucoup de gens qui se disent « mais est-ce que ce qu'on fait sert à quelque chose ?» Je vais vous prendre un exemple, et je ne veux pas que ce soit mal interprété. J'ai attendu une fois 3 heures pour faire une présentation, et j'étais avec 3 directeurs d'administration. On a tous attendu là. Alors moi, je n'étais pas payé, eux ils étaient payés, mais la discussion sur la table, ils m'ont dit « mais tu te rends compte? On vient de perdre une demi-journée quasiment à 3, c'est-à-dire 1,5 jours. Alors on est payé, mais sincèrement, c'est de l'argent foutu en l'air. » C'est ça le vrai problème. Penser que ces gens n'en sont pas conscients, c'est pas vrai. Ça les rend malades. Parce que si vous avez un tant soit peu d'amour-propre, quand vous perdez une demi-journée parce que vous êtes sur le fait du prince, ou que on a fixé une réunion à telle heure, et puis finalement ça sera dans... on ne sait pas. Waouh! Vous ne pouvez pas vous en satisfaire. Donc le système en lui-même, effectivement, a un problème. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'il n'est plus finançable. On n'a plus assez de création de richesse. C'est très clair, l'économie s'est cassée la figure. Et aujourd'hui, quand je dis les chefs d'entreprise sont en train de démissionner, c'est tout simplement parce que l'indicateur de climat des affaires, il est devenu corrélé à notre baromètre d'opinion, alors qu'il était complètement décorrélé. Et les gens, ils ne savent plus où ils vont. Je veux dire, moi-même, aujourd'hui, vous me demandez c'est quoi la perspective? Je suis infoutu de répondre. Je ne suis infoutu de répondre. Je sais simplement que je me lève tous les jours parce que j'ai 10 personnes avec moi et que ces gens, il faut que j'assure leur salaire et que c'est ça ma priorité. Parce que j'y veille comme la prunelle de mes yeux. Alors on peut dire, oui, chef d'entreprise, machin, etc. Non, 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 arrêtez. Les gens, ils bossent et leur truc, ils se rendent malades pour assurer et de payer le salaire de leurs employés. Ça, c'est une réalité. Et on est caution sur notre patrimoine, et on n'est pas richissime. Et moi, j'ai tout ici, j'ai rien à l'extérieur. Donc quand on m'explique que non, mais de toute façon, vous gagnez... Non, 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 non. On ne vole pas notre argent. Désolé. Ça, je n'accepterai pas qu'on dise ça. La plupart des chefs d'entreprise ont une conscience qui va bien au-delà de ce qu'ils sont normalement en droit de faire ou ils sont en l'obligation de faire. On fait attention aux gens avec qui on travaille. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Et on ne sait pas où on va, parce qu'on n'a pas de perspective. On n'a pas de perspective. Et donc, après, on ne peut pas reprocher non plus à des gens, et je l'ai déjà dit aussi, de faire un retour sur investissement en 7 à 10 ans. On leur a donné 15 ans. Vous ne croyez quand même pas que les gens vont investir de l'argent pour en perdre. Enfin, je veux dire, l'argent magique n'existe pas. Ce n'est pas
vrai. Il faut qu'on atterrisse en Nouvelle-Calédonie. On ne peut pas créer de la dette sur du long terme comme ça pour des mesures électoralistes ou autres. Ça, ce n'est plus possible. On ne peut plus investir dans des choses sans savoir quelles sont les conséquences et quels vont être les retours, et non pas du retour financier, mais du retour de bien-être pour la population. Il faut retrouver le sens de l'intérêt général. Alors, c'est quoi le sens de l'intérêt général? C'est de ne pas penser à sa petite personne uniquement, mais de penser aux conséquences et à l'ensemble. Ça va être compliqué parce que là, on est vraiment passé à l'étape de chacun pour soi et Dieu pour tous, là. Je ne suis pas tout à fait sûr. Oui, il y a un affichage de Bloodsport. On y va à toute balle, là. On s'est retenu pendant un an parce que, comme tu l'as dit, il y a eu des transferts, il y a eu on nous a aidés, etc. Mais le prêt garanti par l'État, là, par exemple, exemple très concret, le prêt garanti par l'État, il couvre nos dépenses jusqu'à quand? Je pense que d'ici, avant la fin de l'année, le système s'effondre. Ah, avant la fin de l'année? Parce que moi, on m'avait dit mi-2026, c'était encore plus loin que ça. Je crois que la trésorerie de la CAFAT, c'est fin de l'année, les retraites, c'est début de l'année prochaine. C'est ça. Si on arrête le chômage partiel bonifié, la consommation risque de s'effondrer parce que, oui, le mouvement va se précipiter, mais donc il faut qu'on relance la machine tout en ayant dans les pattes les provinciales, les municipales, pour peu qu'on n'ait pas des législatives anticipées d'ici là. Oui, mais il ne faut pas s'étonner de la situation actuelle. On en a parlé l'année dernière. J'avais dit, on avait deux solutions. Il y en avait une, on accompagnait les réformes avec un prêt sur 30-40 ans, un prêt structurant. Et je me rappelle, on avait parlé des 1000 milliards empruntés qui nous permettaient de solder nos dettes et de refondre le système à périmètre constant sans que ce soit trop compliqué. C'est vraiment d'aller vraiment dans l'investissement structurant. Ou alors, la deuxième solution, c'était la Nouvelle-Zélande des années 80. Et donc, c'est une perte de 40 à 50% de PIB et une paupérisation de l'ensemble de la population. Oui, je veux dire, il ne faut pas s'étonner de la situation actuelle. Tout le monde était prévenu. Tout le monde le sait. Alors, vous allez me dire, la population ne le savait peut-être pas ou ne l'a peut-être pas pris en compte. Oui, parce qu'on ment aux gens. Qui ça, on? Qu'importe. Qu'importe. Les gens, aujourd'hui, ils voient leur quotidien qui se dégrade et qui est très compliqué, mais ils n'ont pas non plus la mesure de la chose publique dans son ensemble parce qu'on raisonne en milliards au lieu de leur donner des chiffres qui soient dans une unité monétaire qui sont à même de comprendre. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis, c'est de ramener ça au budget d'une famille. Si je vous dis, par exemple, qu'il y a certaines provinces, leur endettement, c'est 400 000 francs par personne, c'est-à-dire 1,9 million quasiment par foyer, ce qui est à peu près le cas de la Nouvelle-Calédonie, on est à 1,9 million par foyer, là les gens vont comprendre. Attends, vous pouvez répéter ça? L'endettement, ouais. Vous le ramenez à un foyer ou vous le ramenez à un individu. Oui. Si demain il fallait payer la dette, on dit c'est solidaire, donc je divise par le nombre de foyers, le nombre de personnes. À votre bon cœur, messieurs, dames. Ça coûterait 400 000 francs par personne Sur une des provinces, sur une des provinces, on est à peu près à 400 000. Et puis, quand vous ramenez ça à un foyer, on est à peu près à 1,9 million. Ah, là, les gens, ils vont comprendre. Et ils vont commencer à demander des comptes. Comment se fait-il qu'on en est là? Et là, on va leur expliquer aussi que, oui, mais il y a des mesures qui ont été prises parce que ça a permis de sauvegarder un certain nombre de choses. Donc, il y a des choses qui s'expliquent, il y a des choses qui s'expliquent plus difficilement. Si vous voulez impliquer la population, il faut lui parler dans une unité de compte qu'elle est à même d'appréhender. Un foyer, il a un certain nombre de dépenses, de recettes, mais il raisonne en centaines de milliers de francs, en millions de francs. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Et d'ailleurs, les indicateurs, ce qu'on appelle les indicateurs ATD 93, qui sont les indicateurs de finances publiques, ils raisonnent en dépenses par personne, parce que c'est plus compréhensible pour la population générale. Aujourd'hui, on a délaissé la chose publique. Et on s'est concentré sur un pour ou contre. Alors oui, effectivement, c'est important, pour ou contre l'indépendance. Attention, indépendance choisie, indépendance subie, c'est pas tout à fait la même chose. Donc si on va dans une direction ou dans une autre, quelles sont les conséquences? On parlait d'éclairer les conséquences du oui ou les conséquences du non. Il faudrait peut-être mettre vraiment la lumière et expliquer. Et si je veux construire un projet quel qu'il soit, c'est-à-dire un chemin à gauche, un chemin à droite, qu'importe de savoir ce qu'il y a à gauche ou à droite, c'est quoi les conséquences?
Si le terrain de jeu est clair pour tout le monde, les gens choisiront en connaissance de cause. Est-ce qu'il l'est aujourd'hui? J'en suis pas certain. Là, ce que vous nous dites concrètement, c'est que pour être pragmatique, il serait sain de laisser le débat pour ou contre de côté 2 minutes, le temps qu'on se concentre d'un point de vue pragmatique sur de la stabilité et sur de la relance économique. 2 minutes? Oui. 40 ans. Ouais. 2 générations. Je vous l'ai dit, il faudra 2 générations pour corriger ou essayer de construire quelque chose. Mais construire, c'est vraiment poser les bases. Alors, c'est pareil, là, je vais encore me faire des amis. Le débat économique, on est tous là. le débat économique, il est super important. Et les travaux qui sont menés, NC Eco et autres, il faut les faire. Mais la priorité, c'est pas ça. La priorité, c'est dans quelle société nous voulons vivre. Aujourd'hui, chaque jour qui passe, on s'éloigne les uns des autres. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Et vous l'avez décrit un petit peu en filigrane. À quel moment est-ce qu'on se fout sur la gueule? Parce que c'est de ça dont on va parler à un moment donné. Quand chacun n'aura plus rien à perdre, qu'est-ce qui va se passer? Choisis ton camp, camarade. On fait quoi? On se tape dessus? Je pense que la Calédonie vaut mieux que ça, hein, je l'ai déjà dit. Mais je ne suis pas certain aujourd'hui qu'on aille à autre chose que ça. Alors là encore, hein, ce n'est pas du catastrophisme, hein, c'est du vécu de ce qu'on voit dans nos enquêtes d'opinion, et on en fait beaucoup. Étonnamment, il y a plus de gens qui sont à l'extérieur de la Calédonie qui se préoccupent de ce qui se passe en Calédonie que de gens qui sont à l'intérieur. Le pays du non-dit a encore frappé. Et oui, on est vraiment en train de s'éloigner et on sent la crispation monter de manière très importante, d'un côté comme de l'autre. Ça, dans vos études, vous le voyez ressortir? Oui, ah oui, oui. Sur la base de quels critères vous l'observez? Il y a des choses dont je ne peux pas parler parce qu'il y a des études qui sont confidentielles, mais je vois le taux de, on va dire le taux de fermeture, c'est-à-dire est-ce que les gens sont ouverts à quelque chose d'autre. Imaginons. Vous êtes indépendantiste, on vous parle d'une solution dans la France. Ou vous êtes non indépendantiste, on vous parle d'une solution d'indépendance. Quel est votre degré d'ouverture et d'écoute pour dire je ne suis pas d'accord avec toi, mais ok, je vais essayer de voir tes idées, est-ce qu'on peut trouver des zones de convergence? Si vous êtes fermé, au bout d'un moment, la proportion de gens qui sont fermés vous donne une indication du degré de crispation. Voilà, je ne vais pas plus loin, je pense que tout le monde a compris. Les gens sont en train de se fermer complètement. On parle un peu de démocratie participative. Oui. Le projet lancé par la présidente du Congrès, Velma Falao, fait son chemin peu à peu. Vous-même, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est un théâtre d'illusions ou est-ce qu'au contraire, ce serait justement une bonne occasion de faire se réunir les citoyens, de laisser aussi le monde économique, enfin le monde économique, toute personne pragmatique finalement, pouvoir intervenir plus fortement sur le débat, parce que on entend nos politiques nous parler beaucoup de symbolisme, nous parler beaucoup de, comment dire, de choses un peu éthérées. Mais on voit bien que depuis 20 ans, rien ne se réforme, rien n'avance. Est-ce que la démocratie participative, pour vous, est une solution ? Alors, je pense qu'il faut qu'on distingue deux choses. On a un système démocratique avec des élections d'un suffrage qui peut être direct ou indirect. Si on commence déjà à remettre ça en cause, on a un problème. Parce que ça veut dire qu'après, je mets autre chose en place. Qu'est-ce que cette autre chose? Est-ce qu'il est autocratique ou pas? Ça peut poser un problème. Donc on a des élus. Ces élus, les gens ont voté pour eux. Si les gens ne sont pas contents, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi qu'ils aillent voter pour dire « je ne suis pas content, donc je change d'élu ». On ne peut pas tout reprocher à des élus, parce que ça c'est facile, ça veut dire que je me décharge en tant que citoyen en disant « ah ou c'est pas moi, c'est l'autre ». Oui, enfin l'autre, tu l'as quand même élu quand même, donc si tu n'es pas content, au bout d'un moment il y a une alternance, tu changes et tu vas vers autre chose. Et si tu penses que tu n'as pas l'offre que tu veux, tu sais quoi, tu t'engages en politique. Parce que c'est ça aussi la démocratie, c'est de dire je vais faire entendre ma voix. Je peux la faire entendre en votant pour quelqu'un pour qui je considère que les idées sont celles que je porte, ou alors je me lance effectivement en politique. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est quelle dose de démocratie directe on introduit. C'est un outil. Donc l'expression populaire aujourd'hui, parce que la démocratie directe, etc., alors ça c'est super, on est dans les conventions citoyennes, il y a participative, etc. Bon, ok. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet, ça fait des dizaines et des dizaines d'années que ça dure, voire peut-être des dizaines de milliers, non pas des dizaines de milliers d'années, mais des milliers d'années, puisque déjà dans les sociétés grecques anciennes, on avait ce débat. C'est un outil qui est complémentaire. Pour moi, le fait qu'on ait une expression citoyenne, c'est super important.
parce que ça permet aussi de relativiser les choses. Donc c'est quelle place on donne à cette expression dans le processus de discussion, voire de décision, pour peut-être donner ce que j'appelle des contre-pouvoirs, pour qu'à un moment donné, le terrain de jeu soit clairement balisé. Un politique, on ne peut pas lui reprocher, si on lui donne un terrain de jeu, il l'exploite, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est comme ça. Si demain on dit qu'il nous faut des contre-pouvoirs parce qu'on ne permet pas à nos politiques de décider et de s'engager pour créer de la dette ou prendre des décisions qui vont nous engager et on n'est pas d'accord, peut-être qu'il faut dire on balance ça par un référendum d'initiative populaire sur tel ou tel type de décision ou une convention citoyenne qui va dire non attendez, non, je ne suis pas d'accord, on rediscute. Il ne faut pas non plus que ça bloque le processus législatif. Mais je ne suis pas sûr que la démocratie participative telle qu'elle s'envisage chez nous, ou comme en France, là, où ils viennent de réussir à adopter le projet de loi sur la fin de vie, mais en s'appuyant sur un an de travail de commission citoyenne qui les a bien aidés à venir renforcer des fois leurs décisions. On parle de projet de société, on parle de définition de la citoyenneté calédonienne, des élus qui sont élus sur la base de je suis pour, je suis contre, une perspective d'indépendance. On peut comprendre qu'ils aient du mal des fois à s'accorder sur la définition de ces choses-là. Mais je veux comprendre que certains fassent le pari que les citoyens, si on les réunit, eux, ils vont réussir. Alors, c'est très intéressant. C'est un peu pieux peut-être. Non, c'est hyper intéressant. Je vais faire le parallèle avec une société. Dans une société anonyme, vous avez le conseil de surveillance et vous avez la direction générale qui est opérationnelle. Un élu, c'est la direction générale, il y a un conseil de surveillance, et c'est peut-être le conseil de surveillance qu'il faut travailler avec peut-être un peu plus d'implication directe des citoyens. Maintenant, et là où je vous rejoins, pour moi, la définition de la société calédonienne de demain, avec ses droits et ses devoirs, elle ne pourra partir que de la base. Ça, c'est clair. Et donc, à ce niveau-là, il me semble important de pouvoir avoir une consultation des gens. Qu'est-ce qu'on veut? Parce qu'on va s'apercevoir que notre voisin, il n'a peut-être pas le même idéal politique que nous, mais il a les mêmes problèmes. On a déjà eu ces discussions. On n'est pas différents les uns des autres. Et je porte, moi, la conviction qu'à un moment donné, on a tous l'amour de cette terre et que, encore une fois, qu'est-ce qu'on est en train de faire de la Nouvelle-Calédonie? Pour des motivations qui sont passionnelles, mais la passion n'est pas la raison et la passion peut être destructrice. Donc, je dis toujours, la passion n'est pas l'amour, et voilà. Donc, est-ce qu'il faut perdre sa passion ou se perdre dans ses passions? Ça, c'est un débat qui n'est pas le sujet aujourd'hui, et on va tomber dans de la philosophie qui peut être de la philosophie de comptoir. Maintenant, on a vraiment besoin de poser les bases de ce que l'on veut pour la société calédonienne de demain. Et quand on aura ces éléments, on aura le plus petit dénominateur commun, tout le reste découlera, c'est-à-dire le modèle économique, le modèle politique, les finances publiques. Si on n'a pas ça, je ne pense pas que ça tiendra sur du long terme. Ça pourra tenir 20 ans, 30 ans, etc. Puis dans 30 ans, on va se reposer la question, où on aura une énième friction qui va donner une explosion. Je ne sais pas. Sincèrement, là pour le coup, c'est un débat où il faut vraiment être humble, parce que ça se trouve, ça n'est pas la bonne solution. Encore une fois, qu'est-ce qu'on veut? Si on se dit non, de toute façon, c'est comme ça, et on veut quelque chose qui soit monoculturel, voire monoethnique, fin de la discussion. On décline, et puis après, on accepte, on n'accepte pas. Bien sûr. Je ne suis pas certain que ce soit la richesse de la Nouvelle-Calédonie. La richesse de la Nouvelle-Calédonie, c'est un pluralisme, et ce pluralisme, il est culturel. Il faut le prendre tel qu'il est. Alors, bien, pas bien, encore une fois, c'est un fait, c'est un état de fait. Alors, on peut le changer, mais alors là, on va se retrouver, ouais, c'est chaud quoi. Et là, effectivement, il y a peut-être des gens qui vont dire attends, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, et puis là, je vais prendre les armes. Le temps passe vite. J'aimerais revenir avec vous sur le processus référendaire, encore celui-là, pour y jeter un regard rétrospectif. Pourquoi je dis ça? Parce qu'actuellement, on entend beaucoup en Nouvelle-Calédonie, en France, en Navarre, à New York, les responsables politiques pro-français scandaient partout que le camp de la France a fait 1, 2, 3 fois non à l'indépendance. Déjà de façon globale, est-ce que vous diriez que c'est aussi simple que ça? Est-ce que vous diriez, de façon un peu caricaturale, mais
c'est un peu comme ça qu'on le reçoit des fois. Oui, évidemment, le camp de la France a gagné 3 fois d'affilée, et c'était presque aussi beau qu'un France-Brésil 98. Magnifique victoire. Ah, je ne vais pas rentrer dans la caricature, hein, parce que effectivement, les référendums, c'est d'abord parce que ça a été clairement pour nous un traumatisme. Hein. On parlait du premier référendum, bon, c'est logique, hein, on s'en est pris plein la figure. Bon, c'est pas grave, je veux dire, on est au-dessus de ça. Quand vous expliquez les choses et que vous essayez de comprendre la sociologie des votes, et ce qu'on a fait avec le CEVIPOF à l'époque, hein, qui est le Centre français de l'opinion, ça nous a permis de comprendre la problématique du premier référendum, de mieux analyser la deuxième et également la troisième. Et puis, on pourrait aussi aller vers ce qui pourrait se passer demain. Premier référendum, il y a un écart sensible entre l'estimé et le réalisé. Indéniable. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Il s'est passé 3 facteurs. Le premier facteur, ça a été une dynamique de participation qui a été beaucoup plus importante chez certains groupes, et notamment des groupes de jeunes et sur la côte Est, que ce qui était estimé. Alors je rappelle à ce sujet que le seul parti qui avait demandé une lecture des sondages, c'est un parti indépendantiste, et qu'il l'a utilisé à bon escient, il a fait son job, et il a réussi à convaincre des gens d'aller voter. Ça, c'est le premier point. Donc, entre le taux de participation estimé et réalisé, il y a eu un effet qui a permis d'expliquer 3 à 4 points de différence. Deuxième point, et ça c'est un point qui est technique, c'était la proportion de gens issus de statut civil coutumier qui n'étaient pas connus par zone et qui donc n'a pas permis de redresser correctement l'échantillon. Là, on a à peu près 5 points d'explication, mais ça ne fait pas toute l'explication. Et puis le dernier point qui est très intéressant, c'est il est en lien avec les déclarations des uns et des autres. Déclarations, et je ne juge pas, attention, hein. L'indépendance est finie, on purge. 2, je décide maintenant et puis je paye plus tard, donc vous inquiétez pas, rien ne changera. Donc à un moment donné, tous ces propos des uns et des autres ont également expliqué à peu près 4 à 5 points d'écart de gens qui étaient peut-être indécis, qui sont finalement allés vers un non ou vers un oui, ou qui ne sont pas allés voter parce que effectivement le non était acquis. Ça a été vraiment très bien expliqué, on a compris les éléments. Deuxième référendum, on dit l'écart s'est resserré, on avait pour ou contre, où les gens se mobilisaient. Encore une fois, sur quoi ils se mobilisent? Les gens qui étaient non, eux, ils sont à peu près certains de leur choix, ils savent pourquoi ils votent non, donc bon, il y a une certaine stabilité en tant que telle. Et puis les gens qui sont indécis ou qui votent oui, à un moment, ils se sont renforcés aussi dans leur choix. La question qu'à un moment donné posait l'État, c'était les conséquences du oui et du non. Est-ce qu'elle a été posée à bon escient et est-ce qu'elle a été posée complètement? L'idéal d'indépendance, c'est un idéal, c'est comme le Saint Graal, hein, j'ai déjà dit, c'est comme le vivre ensemble, hein, tout le monde veut le vivre ensemble, mais on ne sait pas trop ce qu'on met dedans. L'indépendance, ça se subit ou ça se choisit. Et encore une fois, là, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un constat. Donc si les gens veulent construire une indépendance, ça s'appelle construire. Donc il faut construire une société, poser les bases et de se dire, voilà, on aura tel élément, on a prévu tel budget pour tel service, pour tel secteur, et voilà comment les gens se positionnent dans cette société avec des droits et des devoirs. Si je dis simplement demain, et je vous dis, écoutez, demain, on rase gratis, et ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Pourquoi pas? En fait, c'est tentant. Et c'est logique. Et encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur. C'est tentant. Sauf qu'il faut voir ce qu'il y a derrière. Donc si effectivement, et il y a une partie de la population indépendantiste qui se dit qu'importe les conséquences, je veux accéder à l'indépendance. Et ça, il faut en être conscient. Aujourd'hui, c'est très clair. Et c'est une part non négligeable de l'électorat indépendantiste. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Je dis simplement, et je pense que certaines personnes disent avec bienveillance, je dis avec bienveillance, est-ce que vous avez pris en compte tous les facteurs et est-ce que vous êtes bien sûr de vos choix? Je ne vais pas répondre à la question, hein. Et encore une fois, une indépendance, ça se construit, donc voilà, j'irai pas plus loin. Les référendums se sont restreints entre le premier et le deuxième. Le taux de participation a augmenté, donc on voit bien qu'on a des blocs à peu près 50-50. Et le troisième, il y a eu un boycott d'une partie de la population. Donc, techniquement et juridiquement, il a été demandé par les indépendantistes, il a été exécuté dans les règles, il a une validité.
Après, sociologiquement, est-ce que tout le monde s'est exprimé? Ben non, puisqu'il y a une partie qui ne s'est pas exprimée. Et si demain il y avait un référendum, la question c'est qu'est-ce qui se passerait? Je ne suis pas Madame Soleil. Hein. La question c'est est-ce que tout le monde irait voter, même s'il n'y avait pas de consigne de boycott? Et est-ce qu'une partie des gens qui sont pour l'indépendance aujourd'hui se déplaceraient quand même pour voter parce qu'en se disant waouh, je saute vers quoi? Personne n'a la réponse à la question. Personne. Vous avez un peu répondu à ma question. Non, parce que ce que j'ai essayé de... Enfin, moi, c'est ma lecture, et de toute façon, au point où on en est, je vais vous la donner. Et sans doute que vous botterez en touche, mais je vous la donne quand même. J'aurais été le premier ravi qu'on fasse 70% de non à l'indépendance. Vraiment, j'aurais trouvé ça merveilleux comme fin de l'histoire de la décolonisation. Mais je suis un peu gêné aux entournures quand je vois j'entends des militants, des pro-français jeter au visage du camp d'en face. On a fait 3 fois non, c'est réglé, c'est fini. Alors que déjà d'une part, ça n'a rien réglé et on aurait pu se douter que ça ne réglerait rien. Et surtout, j'ai du mal à me satisfaire de 2 matchs nuls et d'une victoire par forfait. Ça m'emmerde. On est au cœur du débat et d'essayer de la compréhension de la sociologie de ce qui est en train de se passer. L'année dernière, j'ai dit, on est sur quelque chose de quasi religieux. Ceci est mon droit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mon droit d'accéder à l'indépendance, mon droit de voter. Bon, le problème, c'est que les guerres de religion, ça n'amène jamais de bonnes choses, mais bon, why not? Les gens qui sont contre l'indépendance, quand ils disent bon, « ça y est, c'est terminé », je pense que c'est une interprétation un peu raccourcie de dire « c'est terminé l'autodétermination », même si certains en sont peut-être convaincus. Ils sont peut-être en train de dire « c'est terminé la restriction » qu'ils considèrent comme totalement injustifiée du droit de vote. On est sur un droit du sang aujourd'hui, on en a déjà parlé. Je veux dire, droit du sang, excusez-moi, hein, c'est Das Reich. Hein. Je ne veux pas aller par 4 chemins. Moi, en tant que démocrate, ça me choque. Ça me choque. Maintenant, de l'autre côté, il faut toujours se mettre à la place de l'autre. Il dit, bah, écoute, moi je considère, Anna Willeroy, j'ai déjà dit que pourrait s'exprimer plus de monde, donc j'ai déjà fait un effort. Et on est encore sur cette incompréhension donc, de gens qui disent légitimement, l'accord s'est terminé, donc on arrête avec le blocage là, qui est totalement abject, et ils le considèrent comme tel. Et de l'autre côté, des gens qui disent mais attends non j'ai été sympa quand même, j'ai déjà ouvert voilà et c'est ça je pense la discussion, les gens, le processus d'autodétermination, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, enfin, je peux être d'accord ou pas d'accord, hein, c'est codifié au niveau de l'ONU, donc fin de l'histoire, fin de la partie, hein. C'est comme ça et pas autrement. Et d'un autre côté, le droit de vote, c'est le principe de base de la démocratie. Je ne connais pas de pays, sauf de belles petites dictatures bien sympas là, où le droit de vote n'est pas un droit qui qualifie le citoyen. Et d'ailleurs, la citoyenneté est qualifiée aussi par le droit de vote. Donc, il y a un moment donné, je participe à la vie de la cité, je paye des impôts, je dois pouvoir m'exprimer. Ça, c'est un fait aussi. Et on a vraiment 2 notions de droit qui s'affrontent et qui sont aussi légitimes l'une que l'autre. Et c'est ça la difficulté. Je pense qu'une des difficultés majeures aujourd'hui de la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on a amené le débat sur un terrain qui est quasiment inextricable. Qui va dire quel droit est supérieur à l'autre? Good luck, hein. Good luck. Moi, je ne rentre pas dans ce débat, hein, parce que vous remettez en cause les fondements de la démocratie, donc ça veut dire que vous dites, alors tu veux quoi? Tu veux une société autocrate, une société... Qu'est-ce qu'on fait? On fait un truc à la... Ah ouais, super, on va faire une société athénienne. Les citoyens, ceux qui ne sont pas citoyens, mais qui peuvent travailler, et les esclaves. C'est pas mal ça non plus, non? J'ai faux là. À un moment donné, il faut faire un peu d'humour parce que c'est vers ça qu'on va. Donc qu'est-ce qu'on veut? Et est-ce que la population veut ça? Et vous y rajoutez en plus dessus un système qui est le système coutumier, parce qu'on a aussi, on n'en a pas parlé, on a le droit, le statut civil coutumier, on a le droit commun, et un système qui aujourd'hui, et encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur de ma part, qui peine à trouver sa place dans la société du XXIe siècle, avec une population en bas qui pousse de plus en plus pour dire, bon, attendez, là, c'est quoi c'est quoi l'histoire? Ah,
Alors là, je peux vous dire que vous secouez le tout, vous éteignez la lumière, ça va pas être propre. Hein. Et puis on en fait beaucoup hein, quand même sur ce droit de vote pour tous ces exclus. Enfin, je dis ça parce que bon, alors je vais peut-être en choquer certains, mais les législatives, par exemple, anticipées de l'an dernier, 70% de participation, c'est un beau score, hein, on est bien d'accord. Mais si on regarde les résultats, 30% d'abstention, semble-t-il que c'était en priorité ceux pour qui on était supposé se battre bec et ongle pour qu'ils aient enfin le droit de voter et de s'exprimer. Ah oui, Encore que ne pas s'exprimer, c'est déjà attention, là, s'exprimer. on est en train de confondre les choux et les carottes. Hein. Ah ouais? Et c'est une des particularités de la Nouvelle-Calédonie, et d'ailleurs, même certaines personnes qui sont fin connaisseuses du dossier et ont commis cette erreur, on est quand même les seuls à avoir 3 corps électoraux. Hein. Pas 2, 3. Hein. La liste électorale générale, c'est les présidentielles, les communales, les européennes. Législative. Législatives. Ouais. Là, ok, c'est un premier point. Vous avez ensuite la liste électorale spéciale des provinciales, la LESP, c'est la petite carte grise, comme on dit, mais pas pour conduire un véhicule. Et donc là, vous avez le droit de voter aux provinciales. Et puis alors, vous avez la petite carte jaune, claire, très sympa, qui vous permet de voter à la consultation. Donc LG, LESP, liste électorale spéciale de la consultation. Et vous pouvez être sur la liste électorale spéciale de la consultation, mais pas sur la LESP, et sur la LESP et pas sur la LESC. Et là, j'en viens à un autre point qui est quand même extraordinaire. Je prends mon cas. Je suis citoyen. Génial. Je n'ai pas le droit de voter à la consultation pour 1 an. Donc si jamais il y avait demain l'indépendance, de facto, en tant que citoyen, je deviens citoyen du nouveau pays sans avoir pu m'exprimer sur l'avenir de ce pays. C'est génial. Mais ça, personne n'en parle. Quand j'ai interviewé Édouard Philippe en juillet dernier, justement sur ces résultats des élections législatives, je suis assez d'accord avec lui, il a fait remarquer qu'il n'avait pas pu s'empêcher de voir qu'au soir du 2e tour des élections législatives, les candidats indépendantistes avaient fait 10 000 voix d'avance sur le corps électoral le plus large possible, et que c'est difficile de ne pas se faire la remarque, tout ça pour ça. Alors, ok, ça c'est la théorie. Maintenant, on va parler de la pratique. La pratique, et là pour le coup, en tant que démocrate, cette élection-là, je l'aurais annulée. Elle ne s'est pas déroulée dans des conditions normales. Et je peux te dire que pour avoir déjà discuté lors des référendums avec des magistrats, parce que j'ai eu la chance de faire la formation des délégués, c'était à Salle Venezia, donc j'avais discuté après coup avec des magistrats. C'est quand même passé des drôles de choses hein, dans les bureaux de vote. Hein. Quand on te demande le bulletin que tu n'as pas mis dans l'urne, de le restituer à la sortie, tu me j'appelle pas ça de la démocratie. Hein. J'appelle ça du vote forcé. Et ça, c'est une réalité. Quand on te met sous les caméras tous les bulletins pour un candidat, et puis si tu veux aller chercher l'autre à la vue de tout le monde, dans un bureau de proximité où tout le monde te connaît, il faut que tu ailles le chercher derrière. Si soit tu appelles ça de la démocratie, moi j'appelle ça de l'autocratie déguisée. Hein. Donc pour moi, fake news. Ce score est nul et non avenu. Ce qui ne veut pas dire qu'à un moment donné, on n'est pas sur les ratios qui ont évolué, des rapports de force qui ont évolué. Mais il faut à un moment donné respecter les règles. Et quand je dis que la Calédonie, elle est en train de mourir, elle est en train de mourir de 2 choses. La perte de l'intérêt général, le non-respect des règles. Tout ça parce qu'il faut absolument atteindre son objectif. Mais atteindre son objectif sans respecter les règles, c'est aller au devant de problèmes dans des années futures, quel que soit le chemin qui sera pris. Et là, pour moi, je ne peux pas, je suis désolé, hein, mais c'est une ligne rouge pour moi. Hein. Quand on franchit la ligne rouge du non-respect de la démocratie, c'est pas la peine de discuter, je ne discute plus. C'est fini. Mais 10 000 voix d'avance avec une taux de participation plus fort, contre 30% du corps électoral de l'autre côté qui ne vote pas, s'il va voter et que tu mets le même taux de participation, tu auras une idée réelle du rapport de force. Tu vois, il faut faire attention aux chiffres. Hein. 10 000 voix d'avance parce que taux de participation plus élevé. Il y a 30% qui ne viennent pas et c'est des gens qui sont plutôt, entre guillemets, contre l'indépendance. S'ils étaient allés au même niveau que les autres et qu'ils avaient voté, qu'est-ce que ça te donne comme rapport? Est-ce que tu as toujours 10 000 voix d'avance? Je ne suis pas certain. On en revient à la démocratie participative et aux commissions citoyennes. Est-ce que la démocratie représentative n'a pas définitivement atteint ses limites en Nouvelle-Calédonie? Alors ça, c'est un vrai sujet, ça c'est intéressant, c'est un sujet de recherche.
qu'est-ce que la démocratie représentative en Nouvelle-Calédonie? Je vais te répondre très je sais où clairement. tu vas aller, mais vas-y, oui. Ouais. On a tellement tordu le droit ces dernières années. Waouh! Non, mais tu l'as dit à l'instant, la démocratie ne se comprend pas et ne s'apprécie pas de la même manière en fonction des communautés. Eh oui. Ok. Et puis encore une fois, on a utilisé le droit pour tordre les choses. Est-ce qu'il fallait le faire? Franchement, encore une fois, je ne vais pas juger. Mais si tu parles des fondements même de ce qui fait une démocratie, si tu parles des fondements même de l'exercice du pouvoir, je rappelle quand même que l'exercice du pouvoir, c'est au service de. Bah là, c'est pas 1 heure d'interview qu'il nous faut, hein. On est parti pour 1 semaine. Hein. Bon, je vais avoir qu'une dernière question dans ce cas-là. Tu sais, je vais juste finir. Je vais te renvoyer un très bon ouvrage et je recommande, alors je sais que là encore, ça va sûrement être très mal interprété. Il y a un auteur qui s'appelle Christian Jacques qui a fait un livre sur Ramsès, le règne de Ramsès, le pharaon Ramsès II. Il y a 5 tomes. Je le conseille à tout le monde. C'est un très très bon livre sur ce que c'est que l'exercice du pouvoir. D'accord. Et je ne vais pas plus loin. Ok. Ah, mais nos abonnés aiment beaucoup lire, donc je suis sûr qu'ils ont noté. Je pense que comme moi, personne ne voit encore le lien entre Ramsès et d'autres sujets, mais ok, on ira voir. Dernière question. Tu as réalisé plein d'enquêtes d'opinion. Tu m'as déjà expliqué il y a des années de ça. Je me demande si depuis c'est un peu à jour, mais quelle est la proportion? Parce que là, on a essentialisé les choses avec pour-contre. Mais dans la population, dans les enquêtes d'opinion que tu as pu réaliser, quelle est la proportion, le pourcentage de gens qui, en vérité, sont indécis, qui n'ont pas une vision totalement tranchée de la question, qui se disent non, pas tout de suite, un jour peut-être. Et je vais te répondre par la même phrase que j'ai faite quand j'ai présenté l'écoute profonde. Les gens veulent l'indépendance dans la France. Et je n'irai pas plus loin. Ah bah va falloir là, parce que tu peux pas me laisser là-dessus là. C'est c'est insupportable. Allez, développe ça, parce que comment ça? La conclusion à laquelle je suis arrivé, la notion d'exercice de l'autonomie, de décision, de la décentralisation, elle est intégrée en Nouvelle-Calédonie depuis très longtemps, même si on pourrait juger de notre capacité à exercer toutes les compétences qui nous ont été données. Mais là, encore une fois, c'est un autre débat. L'indépendance dans la France, ça veut dire quoi? Et en tout cas, c'est mon interprétation, et elle peut être fausse. C'est qu'il y a un certain nombre de compétences qu'il est très compliqué d'exercer, qui sont notamment les compétences régaliennes. Et encore une fois, je ne veux pas stigmatiser un pays ou un autre, mais tu as des pays qui sont des prédateurs pour les petits pays. Tu as les grands pays qui sont des prédateurs. Le prédateur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le grand pays, lui, il a un objectif, peut être un objectif militaire, ça peut être un objectif économique, d'accès aux ressources, qui va d'ailleurs être de plus en plus problématique dans les années qui viennent. Et donc, bah, il est prêt à te mettre quelques billets sur la table s'il peut avoir la garantie d'accès à ces ressources. On ne va pas parler de l'impact sur le bien-être des populations, l'environnement, autre. Il y a un général français qui a dit, dans le cadre de l'axe Indo-Pacifique, malheur aux petits demain, parce qu'ils vont se faire bouffer tout cru. Ça, c'est une réalité. Donc, aujourd'hui dans le monde, tu as 2 grands blocs qui sont en train de se dessiner. Tu as un bloc qui monte, qui est le bloc des BRICS. Tu as ensuite l'autre bloc qui est plutôt, on va dire, l'OTAN élargie en tant que telle. La Calédonie ne peut pas rester toute seule, et le danger, c'est qu'elle soit happée par un pays, et encore une fois, happée, bon, c'est peut-être un mot un peu fort, mais que derrière, au final, elle se réveille et elle se dit ouf. Donc, l'exercice des compétences régaliennes, qui sont quand même la justice, la monnaie, l'ordre public, la surveillance de la ZE en tant que telle, et puis il y a aussi une partie des relations internationales, et c'est peut-être là-dessus que les discussions porteront. C'est compliqué, si tu veux, quand tu es tout petit, de le faire. Je crois que là, d'après ce que j'ai lu, mais je n'ai pas eu confirmation, il y aurait un ancien président de Cook Island qui demande à être réintégré de manière fédérale dans la Nouvelle-Zélande, après l'exercice de plusieurs années d'une certaine autonomie sous forme d'un État associé.
pas pour rien, à mon sens. Et encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est qu'il y a peut-être une raison pour laquelle il demande ça. Après, la question à trancher en Nouvelle-Calédonie, c'est la problématique du foncier, qui restera quand même entre des spoliations, entre guillemets. Donc, il y a des travaux qui ont été menés sur le foncier à l'époque, quand M. Faure était haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie, et qui ont donné un certain nombre de pistes sur l'évolution vers un droit d'usage. Et peut-être que ça, si le foncier est traité, si les droits et devoirs sont définis en Nouvelle-Calédonie, ça fait beaucoup de si, hein, je te l'accorde, derrière, tu as un pays qui est en autonomie, qui se construit, mais qui garde quand même la gestion d'un certain nombre de choses qui sont peut-être un peu trop importantes pour lui, par un pays qui est la France, qui a quand même, quoi qu'on le dise, les droits de l'homme comme fil conducteur, qui ne maltraite pas ses populations, même si parfois certains diront non, c'est pas vrai, voilà, etc. Globalement, sur le long terme, il y a quand même une certaine bienveillance vis-à-vis des populations. Donc voilà, c'est pour ça peut-être que les Calédoniens se disent l'indépendance dans la France. Alors c'est un terme qui a, c'est complètement indépendance dans la France. Bon, ok. C'est peut-être ça le chemin de la Nouvelle-Calédonie à long terme, mais qui je suis moi pour dire c'est vers ça qu'il faut tendre, tu vois, Ah non, mais c'est pas ce qu'on te demande, c'est ce que je vois aujourd'hui, c'est que on a tous l'amour de cette terre. On a un attachement viscéral. La Calédonie, elle te prend aux tripes. Hein. Tu aimes pas. Si tu n'aimes pas, tu restes 6 mois, boum, merci, bonsoir. Si tu aimes, ce pays t'en fait voir de toutes les couleurs, tu as juste envie de le quitter 15 fois en tant que tel, mais tu reviens toujours parce que c'est un attachement profond. Et là, je vais dire aux gens qui écoutent, regardez le bonheur que vous éprouvez quand vous arrivez au dernier tronçon, que ce soit Singapour, Bangkok ou autre, et on rentre chez nous. C'est ça. Le truc, c'est qu'à un moment donné, on nous a dit, c'est plus chez toi ou c'est pas chez toi. Et ça, c'est compliqué, je l'avoue. Comme je te dis, moi, ma fille, c'est la 7e génération, ma femme, 6e génération. Moi, je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé en 1853. Je peux déplorer par certains côtés, il y avait des règles qui étaient différentes, il y avait des choses, ok, c'est triste et c'est même, par certains côtés, il y a des choses qui sont passées qui sont abjectes. Mais on est en 2025. Et on n'est pas... je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé. Et je travaille pour ce pays tous les jours. Je suis à mon bureau à 6h du matin tous les jours. Je travaille avec toutes les communautés. Mais si à un moment donné on me dit casse-toi pauvre con, ben ok, je partirai quoi. Et pourtant j'adore ce pays. Stéphane Renaud, merci beaucoup. Merci.